Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre parcours vous a conduit du fond des mines au sommet de l'État. Vous avez vécu des moments qui seront un jour au programme des écoles, un futur dont vous évoquez le passé dans un livre où vous racontez ce que j'appelle nos maîtres à tous. Bonjour Jean-Louis Bianco. Bonjour. Alors c'est vrai que vous avez eu des fonctions importantes, vous avez été ministre, secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand, un parcours qu'on va raconter dans ces clés d'une vie à l'occasion de la sortie de ce livre que vous préfacez, mais vous y êtes pour beaucoup, Maître d'école, journal d'une famille d'instituteurs de 1768 à 1885, qui est un document. On va en parler tout à l'heure très longuement, mais on va évoquer votre parcours, c'est le principe des clés d'une vie sur Sud Radio, à travers des dates clés. Certaines vous concernent, d'autres moins. La première, eh bien, je pense qu'elle est liée à un souvenir important, le 4 novembre 1956. Aujourd'hui, un deuil, le deuil d'une nation, écrase la conscience du monde. La Hongrie est envahie ici par l'URSS ce jour-là, et c'est l'occasion de votre première manifestation par des tracts au lycée, je crois, Jean-Louis Bianco. Exactement, je fais des tracts à la main, au crayon, et je les mets sous les pare-brises des voitures. C'est Ça étonnant. m'a semblé évident, mais c'est vrai que c'est un moment important. L'écrasement de la révolte hongroise qui aurait pu changer beaucoup de choses si elle avait été gérée en douceur. Voilà, ça vous a révolté, et surtout, faire des tracts comme ça à la main, c'était pas si courant. C'était pas si courant, mais j'avais que ça comme instrument à l'époque. Et vous en avez fait beaucoup ? J'en ai fait pas mal, à mon échelle, à ma proportion. J'en ai fait pendant plusieurs jours, et puis l'histoire a décidé du sort de la Hongrie, malheureusement. Voilà, c'est-à-dire qu'une offensive soviétique a écrasé la révolution hongroise, et ça a fait beaucoup de dégâts dans l'histoire du monde. Et à cette époque-là, on écoute la TSF, le transistor n'est pas encore d'actualité, je crois. Oui, tout à fait. Parce qu'il est né 4 ans plus tard, et vous écoutiez la TSF, vous lisiez les journaux. J'écoute la TSF et je lis les journaux, oui. Vous êtes en quelque sorte, entre guillemets, le révolutionnaire du lycée de la Chanson de Sailly, qui est un lycée très chic où il n'y a pas beaucoup de révolutionnaires. Oh, si, il y en a partout. Il y en avait beaucoup. Et il y en avait beaucoup, c'était un lycée où la contestation existait. La contestation existait, les débats existaient, parfois un peu vifs. Par exemple, sur la guerre d'Algérie, Oui. comme dans beaucoup d'autres lieux de France, il y avait débat sur l'avenir de l'Algérie, sur le FLN, sur les Pieds Noirs. C'était des sujets qui animaient les élèves vivement. Et là aussi, vous aviez votre mot à dire. Oui, moi j'ai commencé avec ce rêve. Je crois que c'était un rêve, mais c'était un beau rêve d'une Algérie intégrée à la France, à égalité de droits et de devoirs. Je pense que ce n'était pas impossible. On a eu des occasions historiques avant qui n'ont pas été saisies, mais du coup ça a donné un visage complètement différent à la décolonisation. Et ça a rompu l'espoir. D'une certaine manière, c'est la même chose, si je puis dire, la Hongrie et l'Algérie. L'espoir qu'on puisse avoir un système qui, au départ, est autoritaire et qui évolue vers quelque chose de plus conforme aux attentes de la population et plus conforme aux standards de la démocratie. Ça change l'histoire si on bascule de ce côté-là. En général, malheureusement, il faut la violence et ça bascule pas toujours du bon côté. Alors, le lycée Chanson de Sailly, Jean-Louis Bianco, je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, il a été créé grâce au legs d'un riche Parisien qui voulait faire un lycée de garçons. En plus, il voulait priver sa femme de son héritage. J'ignorais complètement. Ah oui, et ça a été un procès qu'elle a perdu. Et c'est comme ça que le lycée a pu exister et être construit. Alors, vous êtes un bon élève à l'école, à tel point que vous allez un jour souffler une méthode algébrique à votre camarade de classe, Jacques Attali. Oui, enfin on n'est pas camarades de classe, on est dans 2 classes parallèles, on se connaît déjà un petit peu, et on est en préparation pour les grandes écoles scientifiques. Et donc on a ce qu'on appelle des cols, c'est-à-dire que le professeur interroge les élèves un par un, leur donne des exercices à faire pour voir où ils en sont, en direct, et pas à la maison ou en classe des devoirs. J'avais un professeur d'algèbre qui était formidable et qui nous avait appris des méthodes qui n'étaient même pas au programme de Mathsup ou de Mathspé. Et Jacques Attali avait assisté à ma colle. Il m'a dit, c'est formidable ton truc, explique-moi. Et évidemment, une semaine après, il en savait plus que moi sur le même sujet. Et d'ailleurs, sans le savoir, à l'époque, Jacques Attali va ensuite être très présent dans votre vie et très important, on va en reparler. Mais c'est vrai qu'à l'époque, vous étiez... Bien sûr. À l'époque, on est deux camarades d'école, voisins de classe, et on noue cette sympathie à l'occasion de ce voisinage. Alors, ces études, justement, ça a été compliqué parce que finalement, vous êtes parti de très loin. Je crois que dans votre vie, vous avez 4 grands-parents et aucun n'était français, Jean-Louis Bianco. C'est exact. C'est exact. Et du côté de ma mère, mon grand-père, donc son père, était un Belge flamand. C'est pas tout à fait la même culture, comme vous savez, que les Belges wallons. Et je suis très fier de plusieurs de mes grands-parents, dont lui, qui a démarré comme cocher.
dans une grande boîte de meubles, la maison Janssen, qui a été très connue ensuite pour les grands de ce monde. Il a fini directeur. Il a commencé cocher avec les voitures à cheval. Oui. Il a fini directeur, et donc c'est une immense fierté. Sa femme était suisse, donc belge-suisse, flamand-suisse. De l'autre côté, italien-anglais. Italien, mon grand-père, anglaise, ma grand-mère, et à vrai dire anglo-irlandaise, qui est déjà, entre les deux termes, était un souci de friction. Donc, des gens parfaitement intégrés, aimant la France, mais ça m'a toujours été utile de sentir ces racines, de les repérer. Ça m'a donné une vision beaucoup plus large du monde, et par rapport à mes convictions politiques, ça fait de moi quelqu'un de très français, de très européen. Alors, les deux sont pas séparables. Et votre grand-père venait de La Mora, qui est un village très connu pour son vin, je crois, le Barolo. Exactement, oui, un vin capiteux et très bon. Voilà, c'est un vin qu'on appelle le roi des vins et le vin des rois, je ne sais pas si vous le savez. Oui. On le compare à un Bourgogne, et il doit vieillir 38 mois, dont 18 mois en fût, pour recevoir l'appellation. C'est exact. C'est en fait, il y a un petit village qui s'appelle Barolo, qui est à côté de La Mora, enfin en face, mais les cépages sont répartis sur les deux villages, et j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'y aller. J'ai des cousins qui ont encore une maison là-bas, pour découvrir un peu la vie familiale dans ce village. Alors, vos jeunes années, ce qui est étonnant, c'est que c'est une famille d'Italiens, et l'italien, on ne le parle pas à la maison, et vous l'avez appris tout seul, Jean-Louis Bianco. Oui, mon père et son frère, sa sœur veillaient à ce qu'on ne parle pas italien avec moi. Donc, on parlait français, et en effet, je l'ai appris tout seul, au gré des rencontres et de mes travaux. J'ai eu des fonctions, on en parlera peut-être, qui m'ont amené à travailler avec l'Italie, oui, et avec la province du Piémont, d'où je suis originaire. Et donc, je l'ai appris en bricolant. Il n'était pas question que je l'apprenne à table. Alors, je commençais à comprendre des mots. Mais quand mon père et sa sœur, ma tante, ne voulaient pas être compris, ils parlaient en dialecte napolitain, là, je n'étais pas capable de suivre. Et pourquoi ils ne voulaient pas que vous parliez italien? Parce qu'il fallait que je m'intègre en étant français de chez français. Exactement. Et moi, je me souviens de discussions entre Dalida et son frère Orlando qui s'insultaient en italien quand ils ne voulaient pas être compris des autres. Et ça marchait très bien. Exactement la même chose. Alors, il se trouve aussi que votre père était expert comptable et lui aussi était parti de rien, Jean-Louis Bianco. Absolument. Donc, lui a vécu son enfance à Nice, où étaient installés ses parents. Il a quitté l'école et la famille très tôt, vers 13-14 ans. Je crois qu'il était malheureux. Il n'en a jamais vraiment parlé. Qu'il n'était pas heureux, de ses rapports avec sa mère étaient compliqués. Et puis, il a envie de vivre. Donc, il est parti. Il a fait tous les métiers. Garçon dans un café, serveur dans un hôtel. Et il a continué ses études par lui-même. Donc, lui aussi, c'est quelqu'un qui est une réussite extraordinaire. Il a fini ses derniers examens d'expert comptable, puisqu'il était expert comptable, au moment où il se mariait avec ma mère. Et donc, il était dans un état d'abrutissement complet, ce qui fait que ma mère m'a raconté que ses amis à elle, trouvaient que vraiment il n'était pas terrible, son fiancé. Il était épuisé par la préparation du concours d'expert comptable. Et il vous a dit, votre père, quelque chose que vous n'avez pas oublié, Jean-Louis Bianco, pour comprendre le monde, il faut une culture scientifique et technique. Ah oui, ça c'est un point très important qu'il m'a donné. C'était pour m'inciter à faire le choix d'une filière scientifique, donc en l'occurrence école d'ingénieur, l'école des mines de Paris pour moi, plutôt que d'une filière littéraire. J'étais plutôt littéraire, de tempérament, de capacité, de talent. J'aime toujours écrire, mais c'est lui qui m'a convaincu. Et c'est vrai que ça donne une autre manière de voir le monde et qu'on est dans un monde terriblement dominé par la technique. Donc autant y comprendre quelque chose si on veut essayer de la maîtriser. Et devenir un mineur dans tous les sens du terme, c'est-à-dire entrer à l'école des mines, c'était beaucoup de travail. C'était aussi beaucoup de travail. J'ai eu la chance de rentrer premier à l'école des mines. C'est une petite fierté parce que j'étais avec des concurrents ou des camarades qui ont fait Polytechnique ou Normale. J'ai été collé à Polytechnique et à Normale. J'ai un petit regret pour Normale parce qu'il y a en moi quelqu'un qui aurait aimé être chercheur. Et je pense que Normale aurait été plus que les mines ou Polytechnique la voie pour la recherche. Donc j'ai fait un peu de recherche à l'école des mines puisque j'ai eu comme professeur Maurice Allais qui était prix Nobel d'économie. Mais j'ai manqué cela. Cela dit, j'ai vécu une scolarité magnifique dans une école très, très libérale, très riche, et qui m'a donné les bases de la pensée scientifique et technique. Et en même temps, de temps en temps, vous alliez visiter les catacombes, car on pouvait entrer dans les catacombes par l'école des mines. Exactement. Il y a plusieurs entrées dans Paris. Je pense qu'elles n'ont pas été toutes fermées. Il y a des gens qui vivent littéralement dedans, qui sont des gens qui sont bien dans ces espèces de grottes. C'est étonnant, des parcours, qui font des cartes. Parfois, il y a des poursuites avec la police. Parfois, on fait des soirées. Je crois que ça n'a pas changé, tout ça. Et c'est, en effet, dans le jardin de l'école des mines, boulevard Saint-Michel, il y avait une entrée. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais elle permettait d'aller un peu à l'aventure, juste sous
Sous l'école des mines de Paris. En fait, les catacombes, c'est 320 km et ça a été réalisé au départ pour construire les immeubles de Paris, mais il y a moins de 2 km qui sont accessibles au public. Oui, alors là, en général, je crois que les fanatiques faisaient des sorties, et c'est un endroit où on faisait aussi le baptême des élèves de l'école des mines, qu'on plongeait dans la tête dans un puits qui se présentait là, et il y avait une marraine ou un parrain. La marraine qui avait choisi la promotion que j'ai comme président, donc qui me suivait, baptisée, s'appelait Noël Noblecourt. Et elle avait commis le péché terrible de montrer ses genoux à la télévision. Oui, c'est ce qu'on a raconté. Elle vit aujourd'hui à Lyon. En fait, elle a montré ses genoux à la télévision un peu trop, mais je pense qu'elle a été, on peut le dire aujourd'hui, éliminée de Télédimanche parce qu'elle ne voulait pas satisfaire aux demandes du producteur Raymond Marcillac. Ah, il y a ça aussi. En tout cas, toujours est-il qu'elle a découvert qu'elle était claustrophobe en allant dans les catacombes, ce qui fait qu'on a dû écourter le baptême. Je sais qu'elle nous écoute régulièrement et on va en profiter pour la saluer. Avec grand plaisir. Avant de passer à une autre date qui est très importante aussi dans votre vie, mais qui ne vous concerne pas directement, mais de manière éloignée, le 14 avril 1955. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Louis Bianco. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, mon invité des clés d'une vie, aujourd'hui Jean-Louis Bianco, homme politique, ancien ministre, ancien secrétaire général de l'Élysée et surtout auteur d'une préface d'un livre Maître d'école, journal d'une famille d'instituteurs, qui est un document dont on va parler tout à l'heure, aux éditions Encre de Nuit. Alors, le principe des clés d'une vie, c'est donc de parler de votre parcours. Il y a une date clé qui ne vous concerne pas directement, mais qui est liée à votre parcours. Le 14 avril 1955, une première à la télévision avec cette voix que vous allez reconnaître. J'ai le plaisir de vous présenter messieurs Astérix et Obélix. Ça n'a rien à voir, c'est Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, ce soir-là, anime à la télévision le premier direct à Lens au fond d'une mine. Je ne sais pas si vous le savez. En fait, il est à 300 mètres de profondeur dans un puits et il commande des images réalisées avec des caméras qui ont la taille d'une boîte à chaussures. Et c'est la première fois à la télévision que les mères de famille et les enfants voient au fond de la mine le papa ou le mari. Formidable. Ça, et je parle de ça parce que je sais que la mine, vous avez été au fond justement. Oui, bien sûr. Dans le cadre de ma scolarité, j'ai été au fond et j'ai aussi beaucoup appris de la manière de travailler des mineurs. À l'époque, il n'y avait pas encore la mensualisation, donc les rémunérations dépendaient un peu du travail collectif chaque jour, ce qui était d'une grande incertitude. C'était un métier terriblement difficile. Moi, j'étais là avec un sous-chef porion. Alors, porion, c'est-à-dire contremaître dans le langage des mines. Sous-chef porion, c'est quelqu'un qui venait de grader. Et donc, on mettait un homme du terrain avec un homme de l'école, un intellectuel, j'allais dire, plutôt qu'un mineur de terrain. Et donc, on a fait parfois 2 postes de suite, 2 fois 8 heures. On se levait à 4 heures du matin. On prenait un petit café arrosé de cognac qui s'appelait la Bistouille. Et on allait à mobilette, endosser le casque, les vêtements, etc. Et on était très mal accueillis parce qu'on dérangeait la routine. Et on était chargé de faire des expériences. Les expériences, parfois, ça conduisait à extraire plus de charbon, parfois, ça ne marchait pas. Donc, on a une fois où il y a eu une explosion qui a été déclenchée vraiment sur notre passage. Peut-être pas pour nous nuire, mais pour nous faire peur. Et ça c'est une expérience extraordinaire. Déjà aussi un mélange dans les mines. Il y a un engin qui s'appelle la haveuse, qui est un engin qui monte comme ça et qui découpe des tranches de charbon, qui est commandé par 2 personnes à 50 mètres de profondeur de différence, en bas et en haut. J'ai assisté à ce dialogue formidable entre un Polonais et un Maghrébin. Et le Maghrébin disait « Qu'est-ce que tu viens foutre ici, nous emmerder ?» Ce qui est étonnant, c'est que les mines ont aujourd'hui pour la plupart disparu, mais celles et ceux qui en parlent, je me souviens d'Adamo parlant de son père travaillant à Gemma au fond de la mine et de quelques autres, c'était quelque chose de terrible. On se retrouvait à plusieurs centaines de mètres de profondeur et on passait la journée. Absolument, et on avait des chariots qui passaient, il fallait mieux pas se mettre sur les traces quand on avait à les pousser par ailleurs. Il y avait même j'ai encore vu un cheval dans la mine, des cheval qui était devenu aveugle, mais qui servait à tracter un certain nombre de charbon extraits auparavant. Il y avait aussi ce qu'on appelait la salle des pendus. Oui, la salle des pendus, c'est une grande salle très haute sur laquelle on pendait non pas des êtres humains, mais les vêtements que vous récupériez après une journée où vous étiez généralement plus noir que blanc. Voilà, parce qu'en fait, il fallait passer la journée là-dedans. On rampait dans des galeries. Bien sûr. Et quand on est grand comme moi, on se cogne facilement le crâne en plus. Et on n'a pas un sentiment de peur, de claustrophobie? Si, ça existe. Mais là, on est pris dans un groupe, on est pris dans un mouvement, on est pris dans un travail, et on l'oublie assez vite.
C'était obligatoire pour vous, après l'école que vous aviez... C'était dans le cadre de l'école, il fallait faire un stage ouvrier comme mineur. Et ça nous a permis aussi de découvrir des gens formidables qui étaient, il y en a presque plus maintenant, en tout cas en France, d'une dureté au travail extraordinaire et surtout d'une intelligence pratique. Ce qui manque parfois dans les formations d'ingénieurs françaises. Oui. Parce que, par exemple, on avait un travail de recherche qui avait été fait sur l'optimisation des tracés des galeries, sachant qu'il y a du charbon à tel endroit, qu'il y a une galerie par ici, une galerie par là, par où il faut creuser, par où il faut passer. Donc des grands spécialistes, ça s'appelait de rationalisation des choix budgétaires, avaient découvert le tracé idéal. Ils avaient confronté au tracé fait à l'expérience par un vieux chef porion. C'était meilleur le tracé du vieux chef porion que le leur. Et donc ça ne plaisait pas. Mais il y avait une solidarité quand même au fond de la mine. Ah, énorme solidarité. Énorme solidarité. Et puis on craignait le coup de grisou. Bien sûr. Ça pouvait arriver. C'est la terreur qui peut arriver n'importe quand. Et en plus, il y a des moments où il y a une espèce de vent fort qui se lève. Et quand vous ne connaissez pas, vous croyez que c'est un coup de grisou. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Donc on se met par terre, la tête sous les mains. Mais c'est pas un coup de grisou. J'ai pas vécu de coup de grisou. J'ai vécu la peur d'un coup de grisou. Et là, on se dit que c'est la fin. On se dit que c'est la fin, oui. En même temps, on se souvient de la catastrophe de Marcinelle, qui était un drame dans la mine. Et vous savez que c'est avec cette catastrophe de Marcinelle qu'est née la première émission caritative à la radio. Vous êtes formidables, avec Pierre Bellemare et Jacques-Antoine, qui ont lancé cette émission pour soutenir Marcinelle. Et ça a été le début de ce genre d'émission à la radio, avant même la télévision. Non, c'est formidable que ça a été fait pour cette catastrophe-là. Mais c'est vrai que c'était toujours possible. Alors, il y a eu la mine, et puis ensuite, il y a eu l'ENA. Car vous avez voulu vous présenter à l'ENA, et là aussi, ça a été une aventure, Jean-Louis Bianco. Oui, ça a été une aventure intellectuelle, en tout cas. J'ai constaté, après avoir fait les mines, ou en faisant les mines, que j'étais pas forcément fait pour la technique, même si je comprenais l'intérêt d'avoir une culture technique, que j'étais pas forcément fait pour calculer les résistances des matériaux pour les ponts, et que j'étais plus intéressé parce qu'on appelle encore parfois le service public. C'était pas contre le privé, c'était simplement une mission particulière dans la répartition des tâches de la nation. Et donc j'ai fait un peu d'économie en même temps que j'étais à l'école des mines, notamment avec Maurice Allais, que j'ai évoqué tout à l'heure. Qui a été quand même prix Nobel. Qui a été prix Nobel. Donc on a fait des recherches sur la théorie quantitative de la monnaie, qui est quelque chose qui est pour les économistes très important, parce que ça explique en principe l'inflation et les hyperinflations. Et puis j'ai fait une licence d'économie. J'ai fait une année de Sciences Po et j'ai eu la chance de me présenter avec juste une année de Sciences Po. Et l'année de Sciences Po pour préparer l'ENA, je l'ai faite avec Jacques Attali. Donc nous avions un groupe de travail avec des gens un peu comme nous, c'est-à-dire très hétérogènes, pas du tout dans le moule. Et il y en avait un d'entre nous qui était clairement dans le moule, c'est le seul qui a été collé. Les autres, on a eu la chance de passer à travers les mailles et donc d'être reçus à l'ENA. Moi j'ai multiplié alors les matières annexes, la physique, les maths, le sport, l'italien, l'anglais. Et donc, je suis rentré dans un rang honorable grâce au cumul des matières particulières. Oui, parce que le premier jour, je crois, et un professeur vous l'a reproché, Jean-Louis Bianco, vous avez rendu une copie nulle. Oui, enfin, pas complètement nulle. Mais presque. Ce qu'on appelle le premier jour, en fait, c'est une épreuve du concours qui existe encore un peu aujourd'hui, qui a été un peu changée, dans lequel on fait une dissertation très générale. Et là, c'était l'avenir des professions juridiques ou du droit. Ça ne m'a pas du tout inspiré, même si après, j'ai eu d'autres contacts avec le droit. C'était donc pour le concours d'entrée. J'ai eu 6 sur 20. Et quand j'ai fait ma rentrée à l'ENA avec mes camarades, le directeur de l'époque m'a fait venir en disant « Vous avez une chance incroyable d'être à l'ENA. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une copie aussi nulle qui puisse être reçu à l'ENA. » Donc ne comptez surtout pas sortir dans les grands corps. Et je suis sorti deuxième, je dis « Monsieur le directeur, je suis sorti dans les grands corps. » Voilà. Il y a aussi Jacques Chirac, quand il s'est présenté à l'oral de l'ENA, je ne sais pas si vous le savez, il devait évoquer un texte sur la philosophie du médecin de l'Antiquité. Et il a lancé au professeur « Est-ce que vous voulez que je vous parle du serment d'Hippocrate ?» Et ça a beaucoup fait rire. Et il a été reçu. Ça, quand on a la chance d'avoir de l'esprit de répartie, ça aide beaucoup. Alors, vous êtes rentré au Conseil d'État et vous avez passé beaucoup de temps dans une bibliothèque, juste à côté de la Comédie Française, je crois. Oui, il y a une grande bibliothèque qui est un lieu de travail collégial, collectif et collégial. Vous avez à la fois la jurisprudence, alors à l'époque sous forme papier, pas encore sous forme Internet, sous forme dématérialisée, et vous avez un certain nombre de collègues qui font des recherches. Et donc c'est une occasion très, très facile pour les apprentis que nous étions, d'aller apercevoir les maîtres et disant j'ai une question, je ne comprends pas la jurisprudence. Et il y avait effectivement des échos de la Comédie Française, des rumeurs disent même que des idylles se sont nouées
entre des comédiennes françaises et des conseillers d'État, mais ce n'est que des rumeurs. Voilà, c'était la même chose au Théâtre de Paris et au Casino de Paris, où il y avait un tunnel entre les deux, et c'est comme ça que Marcel Pagnol, qui jouait Feu-Léger, ses premières pièces au Théâtre de Paris, avait une petite amie au Casino de Paris, et il traversait le couloir qui est fermé aujourd'hui. Et puis vous avez aussi innové, car vous avez été un pionnier de la vidéo, Jean-Louis Bianco, avec une télévision à bord d'une 4L. C'est exact. J'ai toujours eu un côté militant, militant au sens de faire des actions sur le terrain pour défendre mes convictions, échanger et débattre. Et nous avions choisi avec un certain nombre d'amis de travailler sur les questions de logement dans le 11e arrondissement de Paris, qui était assez aigu. Il y avait des menaces d'expulsion pour les locataires, on a fait du conseil aux locataires. Il y avait une opération d'urbanisme qui était très, très discutable, qui consistait à accumuler des profits sur des terrains qui auraient mieux été restés verts. Et on a fait tout un travail, et on avait monté une vidéo avec les premières expériences de vidéo, un ami qui travaillait à Jeunesse et Sport. Donc on avait un poste de télé à l'arrière de la 4L, c'est une 4L, qu'on mettait, alors, pas trop près de la sortie des écoles, parce que ça aurait fait mauvais genre, mais à la sortie des magasins, à la sortie des écoles. Et on commençait par le temps des cerises. Exactement. Et le temps des cerises, alors les gens venaient écouter. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre rossignol et merle moqueur. Cette chanson qui est antérieure d'ailleurs à la Commune de Paris, elle a été écrite 4 ans avant, mais comme son auteur a été un communard, on l'a devenu l'emblème de la Commune de Paris, et de plus que ça. Et cette chanson vous arrache des larmes à chaque fois? Oui. Pourquoi? Ça exprime tellement l'espoir formidable dont on sait aussi qu'il ne va pas être satisfait. Il y a un espoir formidable et on sait que ça ne va pas tenir, ça va mourir. Eh bien écoutez, nous on ne va pas mourir, on va tenir jusqu'à se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 29 juin 1982. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Louis Bianco. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Louis Bianco. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre étonnant, Maître d'école, chez Encre de Nuit. On a évoqué votre parcours, vos études, l'ENA et tout ce que vous avez fait avant. Et puis, le 29 juin 1982, vous ne l'avez sans doute pas oublié, vous devenez secrétaire général de l'Élysée. Et je crois que ça a commencé par un entretien d'embauche avec François Mitterrand lui-même. Oui, d'abord j'ai connu François Mitterrand grâce à Jacques Attali, et je ne l'oublierai jamais parce que c'est une chance de ma vie, bien sûr. J'étais un très modeste chargé de mission. Il y avait des remaniements qui se préparaient. Je sais que j'avais fait bonne impression dans certaines notes, mais j'avais eu presque pas de contact avec le président. Et un jour, la secrétaire du président, Paulette de Crène, m'appelle en disant « Jean-Louis, le président veut te voir ». Bon, je me dis, je vais peut-être avoir une promotion, passer de chargé de mission à conseiller technique, quelque chose comme ça. Et le président, très, très souriant, me dit « On pense à vous comme secrétaire général de l'Élysée ». Le on est délicieux, le on c'est lui. Il n'y a pas eu de conclave pour savoir qui allait... C'est lui qui allait me nommer. Et il m'a posé, c'est pour ça que vous avez raison de parler d'entretien d'embauche. C'est cet homme qui a rien du manager moderne. Il me fait un véritable entretien d'embauche. À votre avis, c'est quoi le métier du secrétaire général? Et donc je lui développe, en lui disant que c'est de veiller à la diversité de l'information. On est étouffé par l'information monocolore. C'est veiller à la clarté des enjeux et c'est veiller à ce que la machine tourne bien. J'ai dit, au fond, le secrétaire général, c'est un ingénieur mécanicien qui met de l'huile dans les rouages. Il m'a dit, je vous embauche, vous êtes secrétaire général de l'Élysée. Ça a dû vous faire un choc, une surprise, vous n'imaginez pas? Une grosse surprise. Une grosse surprise. Donc j'ai été regardé avec des gros yeux, puisque moi je ne faisais pas partie du sérail. J'ai eu droit à quelques articles assez méchants. Notamment une journaliste dont je me rappelle qui a dit vous allez être un demi-secrétaire général. Oui. J'ai eu des rendez-vous 3 mois après, vous dites toujours que je suis un demi-secrétaire général. J'ai été aidé par le président aussi, ça je l'ai appris plus tard. J'avais un éloge de moi dans le Canard enchaîné disant Jean-Louis Bianco, contrairement à d'autres, ne raconte pas le Conseil des ministres et ne dîne pas en ville. Ce qui est vrai, oui. Y compris pour préserver ma vie familiale, le temps que je peux garder avec ma femme et mes enfants, qui a toujours été un temps très important. C'est sympa, c'est vrai, c'est sympa et c'est vrai. Et c'est le président qui avait dit ça au Canard. Exactement, oui, car je sais que Jacques Attali et lui faisaient la page 2 du Canard le dimanche après-midi. Avec Nicolas Brimaud à l'époque. Exactement, c'était très organisé. Il faut savoir que vous devenez secrétaire général de l'Élysée à 39 ans, que le plus jeune avait 30 ans, c'était Emmanuel Darcourt sous MacMahon, qui est devenu ensuite président du comité de la Société d'encouragement. Et il y a un prix Darcourt à Longchamp qui rappelle cette époque, qui rend hommage à Emmanuel Darcourt. Je ne sais pas si vous le savez. Non, je l'ignorais.
Alors, vous n'avez pas suivi les chevaux, mais parce que, au lieu d'être secrétaire général de l'Élysée, vous auriez dû vivre en Provence, vous occuper de Sciences Po Aix, et vous avez même un jour gardé des moutons. Une seule fois, mais une fois quand même. Oui, je me suis intéressé à ce département. C'était un choix en même temps de ma femme et de moi. On avait 30-35 ans. On se disait, on voit comment la vie est toute tracée pour des gens comme nous. Il faut faire un pas de côté. On a cherché, y compris à l'étranger. On est tombé amoureux des Alpes de Haute-Provence. Donc on s'est installé. Martine a fait de la peinture. Elle était professeure de français. Elle voulait faire cela. Moi, j'ai écrit quelques nouvelles de science-fiction qui n'ont eu aucun succès, mais je les ai écrites quand même. Et puis, je me suis intéressé à l'espace rural et donc à l'élevage. Et j'ai accompagné une transhumance de moutons, 2000 moutons avec un seul berger. De l'orage, donc le berger est parti sur la colline en face où il y avait plus de difficultés. Il m'a dit, tu restes là avec les chiens, tu ne bouges pas. Manque de peau, les moutons ne comprenaient absolument rien à mes ordres, les chiens non plus, donc j'ai tourné en rond. Pendant 2-3 heures, ils refusaient en tout cas d'aller plus loin. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait un précipice à côté. Donc je n'ai pas perdu le troupeau. C'est déjà ça. Et à l'époque, vous achetez une maison à Montfuron, près de Manosque. Et pour les anciens téléspectateurs, c'est là qu'a été tourné un feuilleton qui s'appelle Foncouverte. Tout à fait. Avec Daniel Evenou qui débutait, mais qui avait un rôle muet. Elle s'est rattrapée depuis. Tout à fait. C'était vraiment la grande histoire de ce petit village de Montfuron, où j'ai une maison depuis plus de 30 ans. Et donc, vous imaginiez rester dans cette région lorsque le 10 mai est arrivé. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Et à l'époque, vous ne savez pas que ça va changer votre vie. Je l'ignore complètement. Et c'est vrai que vous avez découvert les ordres de la République, le fonctionnement du palais, et vous retrouviez avec une voiture, un chauffeur et un téléphone, ce qui n'était pas très courant à l'époque, Jean-Louis. C'est pas très courant, mais c'est précieux dans ce genre de fonction, quand il y a une crise internationale, de pouvoir être joint. Et à l'époque, il n'y avait pas les chaînes d'infos, il n'y avait pas encore Internet, donc ça demandait un travail quotidien de lecture des journaux, d'écoute de la radio, pour être informé de tout. Exactement, il y avait un ordre chronologique en fonction de l'intervention des principaux éditorialistes. Et puis moi j'ai toujours eu le goût de toute manière, même quand il y a les revues de presse papier formel, les revues de presse internet, j'aime bien voir moi-même ce que voient les gens, voir ce que lisent aujourd'hui les lecteurs du Figaro, les lecteurs du Monde, les lecteurs de l'Humanité. Ça change complètement. Si vous avez quelques articles dans une revue de presse, vous voyez pas ce qui est le titre, vous voyez pas comment ça s'articule. Moi je veux avoir l'impression qu'a le lecteur, parce que ça fait partie pour moi de la compréhension des gens, qu'est-ce qu'ils ont vu aujourd'hui de l'actualité du monde. Et c'est aussi de l'instruction civique. Comment sur une même nouvelle ou un même fait, on peut avoir deux visions complètement contradictoires. Et c'était important même par rapport à votre mission de secrétaire général de l'Élysée ? Bien sûr. Ça fait partie de la nécessité absolue de sentir le pays. Alors on le sent quand on est élu. Moi, je n'étais pas élu, mais j'ai travaillé pendant 2 ans pour des petites communes. Et j'avais une référence quasiment comme des élus. Des gens qui m'engueulaient quand ça leur plaisait pas ce qu'on faisait. Des gens qui me disaient franchement ce qu'ils pensaient, des gens de tout milieu politique possible, mais la connaissance des revues, des émissions de radio fait partie aussi de cette connaissance de la France. Alors à l'Élysée, quand on voit des images, il y a des bureaux vides. En réalité, il y a un bureau à côté où il y a ce qu'on appelle le cauchemar du matin, c'est-à-dire les parapheurs à signer. Et ça a été quelque chose de quotidien pour vous, Jean-Louis Biancourt. C'était quelque chose de quotidien, oui. Donc j'ai appris d'abord à raccourcir ma signature en faisant une espèce de sigle JB. Mais j'ai appris du président Mitterrand qu'il fallait lire tout ce qu'on signait. Il y avait toujours le risque qu'une erreur se glisse, pas forcément une erreur très grave, mais une erreur matérielle. Donc j'ai appris à lire intégralement ce que je signais, ce qui prenait plus de temps, mais ce qui m'évitait sans doute un paquet de gaffes ou d'erreurs. Voilà. Et puis il y avait aussi quelque chose à préparer, et c'était pas simple, c'était le Conseil des ministres. Bien sûr, on avait une préparation dans mon bureau le lundi après-midi, le conseil ayant lieu, comme vous le savez, le mercredi matin, avec généralement le directeur de cabinet du Premier ministre et le secrétaire général du gouvernement qui fait tourner l'ensemble des machines ministérielles. Donc on revoit les textes à l'ordre du jour, on vérifie les questions à poser au président et au Premier ministre pour qu'ils aient plus de questions réglées avant de se voir le mercredi matin avant le Conseil des ministres. C'est un travail que vous avez appris sur le terrain ? Complètement sur le terrain, oui. Et c'est un travail de fou parce qu'on est là du matin au soir. Oui, mais je suis précautionneux dans mon travail, mais je travaille vite. Donc j'ai réussi, et je lis vite aussi. Quand je lis pour le travail, quand je lis pour le plaisir, je prends mon temps. Et le Conseil des ministres, justement, c'est quelque chose de rituel, avec un lieu qui a toujours été le même à l'époque. Oui. Et il y avait le fauteuil du président, et un jour vous êtes assis par erreur dans le fauteuil du président Jean-Louis Biancourt. Oui, ça c'était un moment assez amusant.
Je voulais parler à Gaston Defferre, qui était ministre de l'Intérieur. Je vois Gaston Defferre, à côté de lui, je vois un fauteuil vide et je ne réalise pas une seconde que c'est le fauteuil du président. Et Gaston Defferre m'a dit, Jean-Louis, vous êtes un peu pressé. Et le président ne l'a pas vu, bien sûr. Non, il ne l'a pas vu, heureusement, il n'aurait pas apprécié. Et puis il y a eu une scène surréaliste un jour, un samedi matin, vous venez avec vos enfants, Jacques Attali lui-même vient avec une petite fille, et vous disparaissez, ce que François Mitterrand n'aime pas, et François Mitterrand arrive dans le bureau, il voit des enfants. Oui. François Mitterrand aimait bien que ses collaborateurs soient à disposition. Il détestait les réunions de cabinet. Il n'y a pas de cabinet, il y a des individus, des personnes. Et donc le samedi matin, on essayait, Jacques avec sa petite fille, Bethsabée, et moi avec mes 2 garçons, François et Mathieu, de les garder dans nos bureaux. Alors il y a le bureau du président, l'ancien bureau de Jacques Attali, qui est maintenant une salle de réunion, puis mon bureau. Donc il sort de son bureau, il toque à la porte, il n'entend rien, il rentre quand même, il voit sous la table une petite fille qui est Bethsabée, mais qui ne parle pas vraiment, donc il n'a pas d'informations sur Jacques Attali. Donc il prend le bureau suivant, il frappe chez moi, il voit mes 2 gamins en train de faire des flèches en papier. Où est-ce qu'il est ton papa? Il est parti à une réunion. Bah, tu lui diras qu'il vient de me voir chez le président. Ils étaient tout rouges et tout émus, et le président n'a pas mal pris du tout, il a trouvé ça plutôt très sympathique. Oui, vos enfants étaient en train d'évoquer Isabelle Adjani. Oui, alors Isabelle Adjani, parce qu'il y avait une question de visite du président algérien, et j'avais souhaité que les franco-algériens, les Français d'origine algérienne, puissent s'exprimer, pour exprimer leur vie, y compris Isabelle Adjani, qui est d'ailleurs franco-algéro-allemande. Et donc ils ont retenu ça dans la discussion générale, ils ont fait des petits papiers, des dépêches, des ordres, instructions, secret défense, et une flèche est restée dans mon lustre pendant quelques années. Personne ne l'avait repéré. Et du temps du général de Gaulle, c'était la mode des Scooby-Doo. Et les petits-enfants du général de Gaulle venaient à l'Élysée et accrochaient des porte-clés Scooby-Doo à toutes les clés de l'Élysée. Ah, ça c'est formidable. J'ignorais ce précédent. C'est un précédent. Et puis, grâce à ce poste, vous êtes devenu, entre guillemets, une star, puisque dans la rue, on vous reconnaissait, on vous confondait quelquefois avec d'autres, mais car vous annonciez les nominations, Jean-Louis Bianco. Voilà, c'est comme ça d'ailleurs que beaucoup de gens se souviennent de moi encore aujourd'hui, ce qui est pourtant loin après, puisque c'est en 82 que je suis secrétaire général. Ah oui, c'est vous le porte-parole de l'Élysée, porte-parole voulant dire qui annonce les conseils des ministres. Et les gens ont gardé une mémoire incroyable, des gens y compris très simples, parce que c'est vrai que tout le monde est devant sa télé en disant qu'est-ce qu'il va y avoir comme gouvernement quand il y a un changement de gouvernement. Et je l'ai fait un nombre considérable de fois avant de rentrer moi-même au gouvernement. Et effectivement, à chaque fois, on vous en parlait dans la rue. On vous a confondu avec Jacques Chirac et Lionel Jospin. Oui, c'est arrivé. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on répond ? Je réponds qui je suis. Et parfois les gens me posent la question sur, je vous ai pas vu à la télévision, vous. Oui, exactement. C'est la référence. Oui. Dans ces cas-là, on ne donne pas. Oui, peut-être, mais quelle précision. Et puis vous étiez au courant de la naissance de Mazarine bien avant. Alors la rumeur courait. Moi, je me souviens même de Marlène Dietrich me téléphonant un jour parce qu'elle me téléphonait de temps en temps. Vous savez que Mitterrand a une fille, Mazarine. Personne ne le savait. Je lui ai dit mais comment le savez-vous ? Elle m'avait répondu quand on a travaillé dans les services secrets pendant la guerre, il en reste toujours quelque chose. Ah oui. Non, c'était très peu connu. Donc moi, chez les collaborateurs du président m'ont aussitôt prévenu quand j'étais secrétaire général qu'il avait cette fille qui s'appelait Mazarine. Et le président était très étonnant sur ce sujet. Il savait que je savais, mais il ne m'en parlait jamais. Il y a un jour, vers Noël, j'avais repéré une entreprise qui commençait à faire les premiers jouets électroniques, une entreprise française du côté de Bordeaux. Et il me dit... Pour une petite fille de 10 ans, est-ce que vous pensez que ça pourrait l'intéresser ? Voilà, on a tout de suite compris. Et puis Jean-Louis Bianco, vous avez vécu un autre moment historique. Alain Bachot, touche pas à mon pote, et touche pas à mon pote, la naissance, vous l'avez vécu, Jean-Louis Bianco. De SOS Racisme. Oui. Oui, c'est aussi un des événements complètement inattendus de ma vie. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des opportunités que je n'avais pas cherchées. J'ai pas fait de plan de carrière. Et donc, comment ça se passe SOS Racisme ? Je noue amitié avec Jean-Loup Salzman, qui est le fils d'un ami et collaborateur du président, qui me dit il y a des jeunes formidables en banlieue, il faudrait vraiment que tu les rencontres. Et donc, il me dit il y en a un, il a un nom incroyable, il s'appelle Arleb Désir. Je dis c'est son vrai nom. Oui, c'est son vrai nom. Et ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément engagés politiquement, mais qui veulent développer de la fraternité entre eux. Il faudrait que tu les vois. Et je les vois dans mon bureau. Je trouve que ce sont des gens vraiment structurés, courageux et pas arrivistes. Et donc, j'aide de mes conseils et des relations que je peux nouer à la naissance de SOS Racisme, qui est un mouvement extraordinaire, alors parrainé par des gens comme Coluche. On se souvient d'un grand concert Place de la Bastille, le concert des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. Et ça exprime une espérance formidable. Alors après, certains font carrière dans la politique, mais ils se rappellent tous de cette expérience-là, qui rassemblait les gens les plus divers depuis des
des cathos de gauche jusqu'à des gauchistes, et qui était animé par une fraternité, un enthousiasme, une créativité extraordinaire. Je me rappelle d'un concert où Coluche faisait son numéro place de la Bastille. Et alors, il aimait parfois les très mauvaises blagues, Coluche. Il disait, faut pas confondre le beurre et l'argent du beurre. Et à ce moment-là, il me dit, t'as pas une pièce de monnaie. Faut qu'il puisse lancer la pièce de monnaie dans la foule. Voilà. Et on a un peu oublié, mais celui qui a lancé la campagne de pub de Touche pas à mon poste, dont le nom est né dans votre bureau, c'est un jeune qui s'appelait Thierry Ardisson. Ah oui. Oui, c'est lui qui a fait la première campagne de pub pour les journaux. Il était dans la pub à l'époque et c'est lui qui a lancé ça. Il a fait une autre carrière ensuite. Non, je sais qu'il y a un des fondateurs de SOS Racisme qui était journaliste européen, qui a été otage et qui a été en fait l'inventeur du nom Touche pas à mon pote. C'est pas les communicants qui l'ont trouvé, c'est lui qui a trouvé. Didier François, je crois. Didier François, exactement. Vous êtes bien informé. Eh bien, on va continuer à évoquer votre vie à travers une autre date très récente, le 5 janvier 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Louis Bianco. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Louis Bianco. Alors on a évoqué votre parcours d'homme public, de secrétaire général de l'Élysée, et puis vous êtes à nouveau dans l'actualité aujourd'hui avec un livre qui est sorti le 5 janvier 2023, Maître d'école, aux éditions Encre de Nuit, un journal étonnant d'une famille d'instituteurs de 1768 à 1885, un document qui s'est transmis de génération en génération et que on a retrouvé et qui vous a passionné. En fait, c'est en effet un document qui couvre au moins 4 générations. Donc, comme vous l'avez dit, démarrage 1768, on est encore à la monarchie. Et fin 1885, on est dans le début des lois laïques. Et avant la loi de séparation des églises et de l'État. Et donc, soit de père en fils, soit d'oncle en neveu, ça se transmet pendant 4 générations. Ce sont des instituteurs qui tiennent un journal. Qui tiennent leur journal professionnel, qui racontent leur vie en fait. Et avec des prénoms extraordinaires, Rustique, Honoré, Aimable. Et donc Rustique, le dernier, recopie bien les 3 précédents avant, puis le met au net, puis se le transmet à, alors je me trompe toujours, à un fils ou un petit-fils. Un fils. Un fils, et ça arrive à une petite fille du dit fils, qui est celle qui a le document entre les mains et qui cherche quoi en faire. Et qui rentre en contact avec Jacques Lecugy, qui est un chercheur, un historien, un amoureux des Alpes de Haute-Provence où il vit. Il a fait des très beaux livres sur Moustier-Sainte-Marie, par exemple. Il vit à Moustier-Sainte-Marie. Et qui dit, mais ça, il faudrait qu'on le propose à Jean-Louis pour qu'il fasse la préface. Oui, parce que finalement, c'est un document unique. On voit l'histoire de France et l'histoire de l'école à travers ce document que personne n'avait imaginé. C'est extraordinaire. On voit l'histoire par en bas. Avec beaucoup de pudeur en même temps, beaucoup de réserve, mais en même temps, le sens de l'histoire qui est absolument extraordinaire. Ils sont attachés à leur métier. Moi, j'ai dit, c'est un petit trésor, et je crois que l'expression est juste, d'une manière incroyable, d'une manière naturelle, d'une manière évidente. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours. Ils font leur métier, ils aiment leur école, ils aiment leurs élèves. Alors justement, à l'époque où l'éducation nationale est quand même sur le grill pour des tas de raisons, mais ce n'est pas le sujet de notre émission, on a retrouvé ce document un siècle après la fin de l'écriture. Exactement. Et on voit l'évolution de l'école sur un siècle. On voit l'évolution de l'école sur un siècle, et on voit en même temps les constantes. Le manque de moyens, alors qui est criant au départ, qui s'améliore peu à peu, mais il faut voir que dans une surface très réduite, il loge le premier, qui s'appelle Maréchal, doit loger une centaine d'élèves. Je crois qu'il y a 2 tables pour une centaine d'élèves. C'est ça, exactement. Dans une petite école, mais comment on fait Je ne sais pas comment il faut, je pense qu'il faut tourner. Oui. Et alors, les difficultés pour avoir les moyens matériels, ce que donnent les parents en titre de choses à manger, la surveillance permanente dès lors qu'il y a des arrière-pensées politiques, donc ils sont tous très prudents sur le plan politique. Et au début, on se rend compte, donc sous la monarchie, que l'instituteur est l'auxiliaire du curé. Le premier instituteur dit voilà, monsieur le curé, monsieur le comte, m'ont fait l'honneur de me demander d'être le maître d'école. Oui. Et donc, il dirige les chants, il assiste le curé, enfin, c'est totalement sous l'emprise des curés, et puis ça s'éloigne petit à petit avec les lois laïques. Voilà, mais au départ, effectivement, c'est un sacerdoce dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, oui. Et le maître d'école, l'instituteur et maître d'école, il est secrétaire de mairie aussi. Secrétaire de mairie aussi, en effet. Et puis, il est payé très peu, et on lui donne presque du blé en compensation. Et le blé, c'est pas de l'argent. C'est exactement. Parce que c'est vrai, ce sont des sacerdotes, on est très peu payés. Très peu payés, et pas payés directement, sauf tardivement, en monnaie, payés en biens matériels, qui peuvent être cuits, nourris, qui peuvent se nourrir, à manger, etc. Il faut aussi aider monsieur le curé, je crois, à porter l'eau bénite. Exactement. Balayer l'église. C'est inimaginable aujourd'hui. Absolument inimaginable, et ça se fait comme étant une donnée. Alors cela dit, les instituteurs, enfin les maîtres d'école successifs sont bien conscients du fait que ça les gêne dans leur métier,
Et on voit petit à petit la joie qu'ils ont quand le métier de maître d'école se libère. Avec des gens qui sont profondément gentils, mais qui ne résistent pas à une petite malignité. Il y en a un qui dit, c'est donc pendant la Révolution française, j'ai été réjoui de voir monsieur le curé chanter les louanges de la Constitution. Exactement. Et il faut savoir que les curés ont toujours été très importants au-delà, justement, de l'école pour la jeunesse. Le journal Tintin, en 1946, Raymond Leblanc, pour le lancer, a l'idée d'aller voir à Bruxelles et dans les environs tous les curés. Et résultat, tous les abonnements ont permis de lancer le journal Tintin. Bon, on n'a pas pu placer n'importe quelle BD, mais sans les curés, le journal Tintin n'aurait pas eu ce succès. Non, c'est vrai, dire le curé, l'un des premiers curés dit à des premiers maîtres d'école, nous avons le même sacerdoce, qui était une parole fort aimable, dont on peut discuter le contenu philosophique et politique, mais le sentiment d'accomplir une mission, ça s'était partagé. Oui, et puis il faut se lever à 5 h du matin. Pour tailler les plumes. Vous vous rendez compte, on taillait les plumes à l'époque. C'est-à-dire tailler les plumes d'oie, qui servaient à tremper la plume dans l'encre pour écrire. C'est extraordinaire. Et moi, je sais que le stylo à billes a été autorisé au début des années 60, 1960. Avant, dans les écoles, il y avait encore la plume, qui était obligatoire. Et ça veut dire aussi que l'instituteur ne parle pas de l'école, mais de son école. Voilà, c'est mon école. Toujours mon école le bâtiment, mon école les élèves. Ça va de soi, c'est naturel, c'est mon école. Et on se rend compte de la difficulté d'apprendre à lire et à écrire à cette époque-là, Jean-Louis Bianco. Bien sûr, parce qu'on a des enfants qui viennent de familles généralement incultes, parce qu'il faut essayer de se tenir un peu d'ordre dans la classe, et on voit les maîtres d'école expliquer qu'est-ce qu'ils prennent comme livres pédagogiques pour bien faire leur travail, les listes des livres qu'ils vont commander, ils vérifient éventuellement avec des collègues plus âgés que c'est bien la bonne liste et le bon choix, d'autant que certains d'entre eux vont au-delà, font une sorte d'éducation populaire. Il y en a un qui fait des réunions une fois par mois d'information générale, on dirait d'éducation populaire aujourd'hui, pour les adultes, pour voir tout ce qui peut les intéresser dans l'actualité politique et juridique. Et aujourd'hui, quand un enfant va à l'école, Jean-Louis Bianco, il a ses livres de classe, mais à l'époque, ça n'existait pas, et même pour le professeur. Même le professeur, c'était assez rare qu'il ait des livres, et les deux instituteurs, là, cherchaient à avoir des livres, cherchaient à se les procurer, demander des conseils pour avoir des bons livres de pédagogie. C'est étonnant, ça. Et je crois que les premiers, c'était Montesquieu, Voltaire, qui n'étaient pas encore des classiques. Exactement. C'est étonnant. C'est tout à fait étonnant, mais c'était relativement ouvert le choix des livres, en tout cas dans ceux que nos maîtres d'école du livre racontent. Voilà. Ils étaient très prudents sur le plan politique, mais ils faisaient ce qui leur paraissait bon sur le plan pédagogique. C'était pas une idée de mettre des livres pour la laïcité ou contre la laïcité, c'est des livres utiles pour le maître ou utiles pour les élèves. Il y avait aussi quelquefois les coups de boulot qui étaient nécessaires. Oui. On ne parlait pas de châtiment. Ils ont été ensuite interdits, les châtiments corporels. C'est interdit, oui. Et ça a dû exister pendant longtemps. Et d'ailleurs, vous l'évoquez à travers ces premiers instituteurs qui sont obligés de donner les coups de boulot parce qu'ils se donnent un mal de chien et que finalement les élèves ne comprennent pas toujours tout. Bien sûr, c'est des moments de peut-être pas de désespoir, mais de grande tristesse. Et puis, vous expliquez combien l'école a évolué en fonction des régimes. Par exemple, il y a la Révolution française, et ensuite, sous Napoléon, le catholicisme est revenu. Exactement, le catholicisme est revenu. Napoléon a signé le concordat avec les religions reconnues à l'époque, c'est-à-dire les protestants et les catholiques et les juifs. Pas les musulmans, puisque ce n'est pas reconnu, n'existait pas. Non, je me trompe sur les juifs, avec les catholiques et les protestants. Et dans ce cas de ce concordat, c'est une forme de laïcité étatique, c'est-à-dire que il y a un contrôle des nominations par le pouvoir politique, comme il y a d'ailleurs aussi en Turquie. Et donc c'est le pouvoir politique, l'un des instituteurs le dit, l'un des maîtres d'école le dit, c'est le préfet au lieu que ce soit le curé. Qui décide de tout. C'est toujours un choix qui est contraint. Alors il y a aussi l'école du soir qui commence à exister, c'est parce que même pour les enfants et les parents quelquefois. Exactement. Il y a l'école du soir qui est un peu pour moi le complément ou la même inspiration que ces conférences rurales, comme dit l'un des maîtres d'école, à destination des parents. C'est quelque chose de très précurseur, parce que nous, on va le faire, nous, le restant de la population, le restant des institutions, dans les années 30, à l'époque du Front populaire. C'est là où on commence à voir l'éducation populaire. Mais eux, ils le font, enfin en tout cas l'un d'entre eux le fait dès les années 1880. Et alors, ce qui est étonnant aussi, c'est les classes, parce que bon, aujourd'hui on parle de CM1, CM2, etc. À l'époque, au bout d'un certain temps, il va y avoir 3 classes et c'est déjà une révolution. Bien sûr. On voit les formes de la pédagogie se mettre peu à peu en place, par les disponibilités matérielles, avoir un peu de place, par le choix pédagogique, de pouvoir mieux répartir l'enseignement sur 3 classes. Donc,
Tout ça se fait au fil du temps, mais toujours, je le répète, par une démarche qui semble d'évidence, tellement ils sont pénétrés de leur mission, ils sont modestes, ils sont humbles, et ils ont des doutes pédagogiques, mais ils n'ont pas de doute fondamental sur ce qu'ils font. Ils savent qu'ils sont sur le bon chemin et qu'ils accomplissent leur mission. Et leur problème aussi, c'est le papier, parce qu'il est de très mauvaise qualité à l'époque. Bien sûr, ça ajoute, et les plumes ne sont pas toujours, même quand elles sont taillées par le maître d'école, elles ne sont pas toujours d'un état excellent. C'est-à-dire que les papiers se déchirent très facilement, ça. Et ça n'aide pas à l'apprentissage. Ça n'aide pas l'apprentissage, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a aussi le problème du coût. La gratuité dont on parle aujourd'hui dans les écoles, et on en parle de plus en plus, elle est venue petit à petit, on le comprend dans ce livre. Elle arrive très tard. Elle arrive avec la loi de l'enseignement obligatoire très très tard. Voilà, elle arrive très très tard, et la loi de l'enseignement obligatoire, c'est le 28 mars 82. Oui. Et alors... jubilé, c'était Louis Rustic qui dit le 12 août 1880, voici la gratuité absolue dans toutes les écoles. Puis un autre aussi, qui rejoint un peu les temps modernes, c'est aimable celui-là, en 94. Si l'on adopte les propositions de Condorcet, les maîtres toucheront 1000 livres. L'enseignement sera gratuit pour tous les citoyens. Voilà qui est très beau et très bien. Mais que de difficultés dans l'application d'un tel programme. Effectivement, c'est beaucoup de travail. Et puis, les instituteurs doivent aussi développer les sentiments de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est ça, ce qu'on peut appeler la préparation à la citoyenneté, l'instruction civique, sans en faire un catéchisme laïque, mais en donnant les éléments qui permettent de vivre ensemble et les raisons pour lesquelles on vit ensemble. Et c'est très important parce que aujourd'hui, on demande encore plus à l'école qu'hier. On demande à l'école de remplacer des parents absents, de transmettre des connaissances, de transmettre des compétences et de transmettre les valeurs qui fondent l'unité nationale. Et à l'époque, ce n'était pas le cas, on balbutiait dans ce domaine. On balbutiait complètement, mais il le faisait presque naturellement. Et puis il y a une chanson qui rappelle à tous les enfants d'aujourd'hui ce qu'est l'école. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait. En sortant de l'école, la version des frères Jacques, qui est la première version de 1949, le poème date de 46 de Jacques Prévert, et qui a été reprise depuis, et qui est un symbole de l'école aussi. Extraordinaire. Oui, j'avais reconnu d'ailleurs la voix des frères Jacques, là, en l'écoutant. Je ne savais pas qu'ils avaient été les premiers à le faire, mais on a dû l'écouter des millions de fois. Et puis, vous évoquez dans ce livre aussi la naissance des écoles des filles, car il n'y avait pas d'école de filles au départ, Jean-Louis Bianco. Il n'y avait pas d'école de filles, parce qu'il était plus ou moins admis que les filles n'avaient pas à aller à l'école. Alors, quand j'ai relevé ça, certains amis m'ont dit « mais c'est pas très progressiste d'avoir les garçons d'un côté et les filles de l'autre ». Je dis sans doute, à notre époque, on ne le jugerait pas comme ça, mais à l'époque, c'est un progrès, parce que ça permet aux filles d'aller à l'école. Ce qui n'était pas garanti qu'il n'y avait pas une école, tant qu'il n'y avait pas une école pour les filles. Alors, Pagnol a évoqué, bien sûr, dans ses livres, l'instituteur, livre qu'il a écrit d'ailleurs parce que ses pièces de théâtre ne marchaient plus, il ne savait pas quoi faire, il a écrit un livre et ça a été un best-seller. Là aussi, il y a des problèmes car on dénonce les instituteurs jadis. On les dénonce, c'est pour ça qu'il devait être très, très vigilant. Et il y en a un, alors je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là, je me rappelle dans le livre que ça m'avait beaucoup frappé, qui est dénoncé parce qu'il a reçu le curé dans sa salle de classe. Oui. Et un autre qui est dénoncé, alors ça n'a pas directement à voir avec les curés, parce qu'il a dansé à la fête du village. C'est incroyable. À l'époque, c'était totalement incroyable. À l'époque, c'était absolument impossible. Oui. On se rend compte de l'évolution de l'enseignement, justement, et des questions qu'on peut se poser aujourd'hui pour aller encore plus loin. C'est ça. Et en même temps, de voir la constance des problèmes avec la différence des temps historiques. Et puis d'avoir une leçon d'espoir à une époque où on décrit volontiers tout ce qui va mal. C'est réconfortant de trouver cette longue chaîne de générations qui a existé et qui fait l'image même de l'école. Oui, et c'est pour ça que ce livre, Maître d'école, journal d'une famille d'instituteurs aux encres de nuit, devrait être lu par les générations d'aujourd'hui et même par nos dirigeants, parce que c'est un témoignage pour avancer. Je pense qu'il faudrait le lire, en effet. Hein? Je leur conseille, en tout cas. Alors, écoutez, on va leur conseiller, comme à nos auditrices et nos auditeurs. Merci Jean-Louis Bianco d'avoir ressuscité ce document, d'avoir contribué à ressusciter ce document. Et puis merci d'avoir raconté votre parcours riche en événements. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.